Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio. La voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. Les vrais responsables et les visées réelles de la crise d'octobre. La question du pourquoi des mesures qu'on a dès les premiers jours qualifiées de disproportionnées est au cœur d'octobre 1970. Quelles étaient donc les visées dès le départ de créer une situation de crise? Jusqu'à quel point cette crise a-t-elle été la création des forces mêmes qui prétendaient veiller à la sécurité du Canada et à la sécurité de la population? C'est le sujet de cette émission. Plusieurs ont souligné, suite à octobre 1970, l'écart entre les cibles officielles et les cibles réelles. Celle-ci s'étant avérée énorme. La crise ayant servi de prétexte pour la répression et l'intimidation de toute organisation politique qui contestait le statu quo, certains ont affirmé que la loi des mesures de guerre était une façon de jeter une aura de criminalité sur toute dissidence. Ceux et celles qui ont été arrêtés ont connu la terreur, la dégradation et l'humiliation, souligne le sociologue John Conway. Selon qui, la raison principale des arrestations a été de bien faire comprendre à tous à quel prix se payait dans ce pays un engagement politique. Jacques Parizeau se rappelait que suite aux mesures de guerre, aux arrestations et aux perquisitions, le Parti québécois, qui venait à peine d'être fondé, avait perdu la moitié de ses membres et que pas moins de 40 circonscriptions, sur les 108 à l'époque, se sont retrouvées sans aucune forme d'organisation. Il a confié, et je cite, « Ça a failli tuer le parti, et ça a laissé dans l'esprit de certaines gens une sorte de marque indélébile. » En octobre 1970, Mitchell Sharp, qui était secrétaire d'État aux Affaires extérieures, était en Grande-Bretagne. Il avait confié au Foreign Office britannique, je cite, « Rien ne nous permettait d'affirmer que nous étions face à une vraie conspiration, massive et bien organisée. » Fin de la citation. Cette confidence a été révélée 30 ans plus tard, lorsque la Foreign Office a rendu public des documents d'archives du gouvernement britannique. La Gazette de Montréal en a fait le grand titre de sa première page du 6 janvier 2001, « No FLQ Conspiracy ». Et en ce titre, je cite, « Pendant qu'on disait ici aux Canadiens que le pays était au bord d'une insurrection appréhendée, Ottawa rassurait la Grande-Bretagne qu'il n'en était rien et que la loi des mesures de guerre était disproportionnée par rapport aux problèmes auxquels on faisait face. » Mémoire posthume de Don Jamieson, publié en 1986. Jameson raconte combien il avait été frappé de constater que, je cite, « Dans toute cette affaire, en partie, mais aussi dans toute son action politique, Trudeau tenait pour ennemis non seulement les séparatistes, mais également tous les fédéralistes comme Claude Ryan, qui ne partageait pas étroitement sa propre et impérieuse vision du fédéralisme canadien, fédéralistes pour lesquels Trudeau n'avait que du mépris. » Fin de la citation. Jameson montre bien aussi combien les ministres jugeaient capital pour le succès de l'opération d'avoir en leur possession un document qui montrerait que c'est à la demande expresse du Québec qu'ils consentaient à déclencher les mesures de guerre. Cette préoccupation rejoignait celle d'autres milieux et était bien reflétée par le Globe and Mail dans son éditorial du 17 octobre 1970. Je cite, « Le plus grand danger, peut-être, serait que les Québécois se convainquent qu'il s'agit en réalité d'une mesure de répression de leurs aspirations collectives et non de rétablissement de l'ordre public. » Fin de citation. Il y a une multitude de témoignages comme ceux-là, et plusieurs ont été rassemblés dans un livre intitulé « Trudeau et ses mesures de guerre » de la maison d'édition Septentrion. Toutes ces constatations étaient devenues évidentes dans les semaines et les mois qui ont suivi les arrestations et les perquisitions et la soi-disant chasse aux terroristes. Des 500 personnes arrêtées, quelques-unes seulement ont été accusées de quoi que ce soit. Pour ce qui est des perquisitions, où la police entrait chez les gens sans mandat et les questionnait ou fouillait leurs affaires personnelles à la recherche de soi-disant preuves de leurs affiliations politiques, la blague qui circulait à l'époque était que la police confisquait n'importe quoi qui ressemblait à de la littérature révolutionnaire. Un flic était parti avec le livre « Conduite à gauche »,
qui était en fait un manuel sur la conduite automobile dans les pays européens. Ce qui soulève l'autre aspect de toute cette question d'insurrection appréhendée. La question du rôle exact joué par l'État et ses agences de police, de sécurité et d'espionnage. L'expérience des gens à l'époque, confirmée par des documents même du gouvernement fédéral comme la commission MacDonald, est que des agents de police étaient présents un peu partout, dans les endroits de travail, les organisations communautaires, les campus et bien sûr dans des groupes comme le FLQ. La raison défendue pour ces activités était qu'il s'agissait d'observer les gens et les organisations qui tenaient un discours soi-disant extrême, ce qui voulait dire, dans les faits, de tous ceux et celles qui représentaient une prise de position qui était à la défense des droits des travailleurs, des étudiants et à la défense de ces mêmes droits des peuples dans d'autres pays. Mais le rôle ne s'arrête pas là, et c'est bien ce que révèlent les activités de la Sûreté du Québec et de la GRC dans les années antérieures, à octobre 1970 et après. La prétention est que les agents ne faisaient qu'infiltrer pour mieux observer et prendre note des activités de certaines organisations et transmettre ces informations aux autorités pour des questions de sécurité comme intervenir qu'un acte terroriste ne soit commis. Mais le hic, c'est que leur rôle ne s'arrêtait pas là. Les preuves se sont accumulées comme quoi ces agents ont fait beaucoup plus qu'observer, mais ont en fait incité des gens à commettre des crimes de toutes sortes et y ont participé. La commission MacDonald de 1977 sur certaines activités de la GRC dans ces années ont donné un aperçu de ces activités-là, mais lorsqu'on cherche certaines informations dans leur rapport, on n'y trouve rien. Les pages sont blanches. Par exemple, tout le chapitre sur les activités de perturbation. Que sont ces activités de perturbation? Une perturbation est un bouleversement, une agitation dans la vie sociale ou individuelle. Pourquoi les agences qui prétendent veiller à la sécurité de la société cherchent-elles à bouleverser, à dérégler la vie sociale et individuelle? C'est la question de 60 000 $. Nous savons, par exemple, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, des forces américaines et autres en Europe ont organisé ce qu'on a appelé des Stay Behind Armies, portant le nom d'Opération Gladio, qui se sont alliés avec toutes les forces qui se trouvaient du côté des vaincus dans cette guerre pour créer précisément des perturbations, pour faire dérailler les efforts des peuples de ces pays de se prendre en main. Ces activités sont très bien documentées. Une des tactiques adoptées était précisément de participer à des activités terroristes et de faire passer ça sur le dos des communistes. C'est sans doute la principale raison pour laquelle l'ensemble de ces activités, telles que rapportées dans le rapport de la commission MacDonald, ne sont pas accessibles au public, parce qu'elles viendraient confirmer l'étendue et la gravité des actes criminels dans lesquels les agences policières étaient engagées dans toute cette période. Par exemple, le rapport soulève que la GRC, et je cite, craignait une recrudescence de la violence terroriste vers la fin de 1971. Fin de la citation. Or, presque tous les exemples donnés dans le rapport sont basés sur des actes criminels dits terroristes et des communiqués dans lesquels l'agente Carole Deveau était impliquée. Elle est d'ailleurs citée tout le long parce qu'elle est présentée comme étant une informatrice. Mais comme le soulignait Robert Comeau dans son livre « Mon octobre 1970 », dans les mois qui ont suivi ces communiqués et ces actes criminels, mais comme le soulignait Robert Comeau dans son livre « Mon octobre 1970 », dans les mois qui ont suivi, les communiqués, les actes criminels et même les soi-disant cellules du FLQ elles-mêmes étaient des créations de la police. Et c'est sur la base de ces mêmes faits auxquels elle-même était impliquée, directement ou indirectement, que la GRC craignait une recrudescence de la violence terroriste vers la fin de 1971. Et comme pour confirmer qui était la cible de ces activités
et de la perturbation qu'on cherchait à créer, le directeur du Centre de planification et de recherche sur la sécurité au ministère fédéral du solliciteur général déclarait en 1971, et je cite, « Ce n'était pas seulement les séparatistes au sein du gouvernement qui nous inquiétaient. C'était aussi le danger toujours possible d'un rebondissement du FLQ qui aurait pu aller jusqu'à déclencher une autre crise. Et toute l'affaire du Front commun s'unissant pour former une force sociale viable. » Fin de la citation. Confirmant ainsi que ces activités visaient bel et bien le développement du mouvement ouvrier. Créer une situation de crise nationale sur la base de fausseté, arrêter, perquisitionner, mais aussi stigmatiser tout un peuple et inciter, au Canada, un climat de haine et de méfiance envers ce peuple, est-ce quelque chose qui ne mérite pas qu'un simple pardon? Ici, en ce 50e anniversaire, nous entreprenions des démarches concrètes pour ramener devant un tribunal international cette cause, comme quoi les activités du gouvernement fédéral, en particulier son recours à la force armée pour occuper le Québec dans le but avoué par ses dirigeants militaires de supprimer dans le sang, si nécessaire, les luttes du peuple québécois, contrevenaient au droit international. Est-ce que ce ne serait pas une belle façon de souligner ce 75e anniversaire des Nations Unies? Nous pourrions y soulever que nous, en tant que peuple, tenons toujours à cet engagement pris par les pays du monde, dont le Canada, en 1945, de, je cite, « proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. » Fin de la citation. Sans parler de la propagation de la haine envers tout un peuple, l'incitation à commettre des actes qui le privent de sa dignité humaine et de ses droits fondamentaux, et le recours à la force armée pour régler des problèmes d'ordre politique. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications, et surtout, diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt.